Eh bien oui, je le dis haut et fort, Howard le Canard est le héros le plus charismatique des films Marvel. Et cette œuvre, mais que dis-je, cet ovni cinématographique n'en reste pas moins la meilleure adaptation d'un comics à mes yeux. Ben quoi, c'est vrai. Voir un canard en train de mater des diffs porno et faire du rentre-dedans à la mère de Marty McFly, c'est quand même ultra classe. Bon, forcément, vous le devinez, je déconne, mais alors que DC Comics cartonne sur grand écran depuis les années 80, à travers les Batman de Tim Burton ou encore les Superman, Marvel, quant à eux, sont au bord du gouffre en frôlant carrément la banqueroute. Autrement dit, quel est le véritable héros de Marvel? Allez, voyons ça ensemble. Avant toute chose, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes et j'espère continuer avec vous à travers les commentaires ci-dessous. De nos jours, qui ne connaît pas la société fondée en 1939 qui prôna le nom de Marvel seulement au début des années 60? La société va alors connaître des hauts et des bas, étant régulièrement rachetée ou carrément dépecée, connaissant même une faillite en bonne et due forme en 1996. Et comme vous le savez tous, c'est en 2009 que la firme de Mickey Mouse conforte son positionnement dans le divertissement familial à forte valeur ajoutée en rachetant les droits. Côté cinéma, la première adaptation d'un personnage Marvel remonte aux années 40 avec une série de courts-métrages sur le fameux Captain America produit par Republic Pictures. Mais il faut attendre 1986 pour voir le premier héros Marvel débarquer sur grand écran avec ça. Oui, Howard, une nouvelle race de héros produit par Lucasfilm et distribué par Universal. Premier film et première réussite... Non, bref, une putain de purge à bien des niveaux. On ne va pas se cacher, ce film était, et est encore aujourd'hui, un véritable canard nanar, mais paradoxalement, ce dernier est finalement devenu culte avec le temps, tellement il reste complètement décalé encore aujourd'hui. S'enchaîne ensuite The Punisher en 1989, produit par la New World Pictures, un très court temps propriétaire de Marvel qui malheureusement n'en reste pas moins qu'un très mauvais film. Après donc 2 essais infructueux, Marvel qui se remet de sa dernière banqueroute voit son concurrent direct, l'écurie de DC Comics, le distancer car le spectateur friand de justicier n'a ainsi pour seule référence cinématographique les quadrilogies de Superman de 1978 à 1987 et bien entendu les fameux Batman créés à la base par le réalisateur Tim Burton qui a débuté en 1989 jusqu'en 1997, même si ces derniers n'étaient pas forcément de tous du même niveau qualité. Cependant, c'est à la fin des années 90, alors que la jeune génération est derrière le petit écran, ils vouent un culte aux séries sur les vampires, j'ai nommé Buffy contre les vampires. Et c'est alors que Blade débarque sur nos écrans, et c'est une véritable révélation. Non seulement le film réussit le pari risqué de transposer avec succès ce super-héros si particulier sur grand écran, porté par un Wesley Snipes très en forme et visiblement super investi, l'acteur confère au personnage titre une présence froide, agrémentée d'une légère pointe d'humour qui ne peut déplaire. Mais il suscite déjà à l'époque suffisamment d'intérêt de la part du spectateur pour que les investisseurs portent enfin un plus grand intérêt envers les super-héros. À l'aube des années 2000 et au-delà de ses enjeux personnels, Blade ouvre la voie aux grands écrans à tout un panel de super-héros Marvel issus de certains comics à l'univers tellement riche et complexe qu'ils étaient réputés absolument inadaptables. Blade est donc sans conteste le film de super-héros des années 90. Diablement efficace et redoutable, il dispose d'une aura très particulière et peu commune au genre. La fin des 90s porte donc un immense espoir pour la franchise Marvel. À la suite de quoi, nous avons droit à l'excellent premier épisode de la saga X-Men qui vient confirmer en ce début de nouveau siècle que les super-héros trouvent enfin leurs spectateurs. En effet, c'est un des films fondateurs du genre des adaptations de comics au cinéma. Il n'est pas le premier évidemment, et Warner Bros a connu de nombreux succès avant les années 2000, avec la licence bien entendu de DC Comics, mais pour Marvel, X-Men marque vraiment le point de départ de la grande cession des droits d'exploitation cinématographique de ces personnages. Fruit de ce succès, la Fox s'en sort évidemment gagnante et lance dans la foulée plusieurs projets mettant en scène des super-héros. Le très passable Daredevil, les 4 Fantastiques et la suite de la saga avec X-Men 2, absolument excellent,
toujours réalisé par le grand et talentueux Bryan Singer. X-Men est donc un film pionnier, fondateur du genre dans les années 2000, il arrive également à être le premier film, disons, personnel porté par la vision de son réalisateur. Et ça, c'est déjà énorme. Son histoire est certes simple, son casting est quand même impeccable et sa belle maîtrise technique en font une œuvre réussie. Mais est-ce pour autant le touchdown tant attendu par Marvel? À mon sens, non. Et je m'explique. Car si oui, X-Men est une réussite, il manque ce petit quelque chose pour changer l'image des super-héros pleins de pouvoirs et des FX à gogo pour en faire des œuvres touchant un plus large public. Et paradoxalement, c'est un réalisateur de cinéma de genre, à l'époque, qui va réussir à concrétiser tout ça. Effectivement, en 2002, un réalisateur surtout connu dans le monde du genre de l'horreur, que le personnage du super-héros explose littéralement au box-office à travers un homme. L'homme araignée. Spider-Man de Sam Raimi, c'est un peu le projet de tous les fantasmes. Le réalisateur, en plus de s'avouer fan du personnage depuis son enfance, vient en effet du cinéma de genre. Sam Raimi, qui est surtout connu pour sa trilogie horrifique, folle furieuse, Evil Dead, avec son acteur fétiche Bruce Campbell, qui, au passage, petite anecdote, ne manque pas de faire un caméo dans chaque film de Spider-Man, n'est pas un réalisateur transparent, loin de là. Si le long métrage peut être méticuleusement dépioté pour faire apparaître une multitude de faiblesses, l'homme l'emporte haut la main avec ses 2 heures d'histoire. Parce que la force de Sam Raimi, c'est de maîtriser le ton de son film. Ainsi, et bien que prenant de grandes libertés avec les comics, son Peter Parker, sa Mary Jane, sa Tante May et ses Osborn sont engagés dans la grandiloquence de sa réalisation. Là où les comics sur grand écran sont surtout attendus en termes de scènes d'action, Spider-Man rend l'homme dans son sens le plus large, bien plus passionnant que le héros, ce qui implique donc encore plus le spectateur qui peut se référer à lui, s'extrapoler et se mettre à sa place, le faisant rêver. Spider-Man est le premier film aux États-Unis à dépasser les 100 millions de dollars en un seul week-end d'exploitation. Si Blade et le premier X-Men ont redonné sur grand écran un souffle vital à Marvel tout entier, Spider-Man a donc été le premier sommet d'un succès inespéré. Jamais tant de monde n'a fait connaissance avec Peter Parker. Réalisant cela, Sam Raimi rend hommage à la volonté de Marvel d'humaniser enfin ses héros sur grand écran. Au bord de la faillite et aujourd'hui devenu un empire du monde des super-héros, à mes yeux, le véritable héros qui sauva Marvel est bel et bien Spider-Man qui conclut et transforme l'essai de 2 excellents films que sont Blade et X-Men. Maintenant, à vous de me dire via les commentaires ce que vous en pensez, sachant et espérant que certains fans de comics beaucoup plus aguerris sur ce sujet que moi pourront me faire partager leur vision. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao à tous.